L'iPhone 15 dévoilé par Apple cette semaine. L'iPhone 12 interdit en France pour des questions sanitaires. Back Market qui s'offre une publicité sur le dos de la marque à la pomme. Et Google empêtré dans un procès historique aux États-Unis. Voilà les grands titres de l'ActuTech cette semaine. C'est parti pour Monde Numérique. Un Monde Numérique spécial rentrée avec de nouveaux rendez-vous. On ira dans un instant à Montréal pour un débrief transatlantique avec mon camarade et confrère Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet. On parlera ensemble de la toute-puissance de Google et de cette keynote un peu creuse d'Apple. Dans cet épisode, vous ferez découvrir également une innovation étonnante, l'application HeyGen qui révolutionne le doublage des vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Dans le même genre, on découvrira la start-up Dynalypse qui fait parler les personnages dans les films d'animation et les jeux vidéo. Enfin, les partenaires de Monde Numérique cette semaine, on retrouvera Orange pour parler objets connectés à l'occasion du salon SIDO qui ouvrira la semaine prochaine à Lyon et EDF pour évoquer l'innovation dans l'énergie et la compensation carbone. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 16 septembre 2023. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Voilà, c'est la rentrée pour Monde Numérique après la trêve estivale. La vraie rentrée et je suis absolument ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Avec pas mal de nouveautés en fait. Tout d'abord, un nouveau générique, vous venez de l'entendre. Et je suis très heureux de vous proposer cette création originale signée Vincent Oleg, musicien français. Et c'est de la vraie musique, c'est pas de l'intelligence artificielle. Et vous allez découvrir d'ailleurs tout au long de l'émission que l'habillage entier de Monde Numérique a été revu du sol au plafond. Vous allez entendre les nouveaux jingles, nouvelles virgules, j'espère que ça vous plaira. Autre nouveauté sur le fond, dans un instant on retrouvera Lisa de Bernard pour les principales news qu'il fallait connaître cette semaine. Lisa essaiera à chaque fois maintenant d'aller encore plus loin avec elle aussi des interviews véritablement d'actualité. C'est pas fini. Nouveau rendez-vous dans Monde Numérique. Je vous l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu passer, on retrouvera chaque semaine mon camarade Bruno Guglielminetti, qui est, comme moi, podcasteur tech depuis de très longues années, mais à Montréal, sur le continent nord-américain, on se retrouvera pour un petit débrief hebdomadaire de quelques minutes consacré aux principales news et afin de confronter un peu nos regards de part et d'autre de l'Atlantique. Là encore, j'espère que ça vous intéressera. Il y aura bien sûr également des interviews dans la deuxième partie de l'émission et du coup, une émission qui va un petit peu s'allonger. On était sur 40 minutes et on va glisser doucement, probablement plutôt vers les 50 minutes. Ce sera même encore plus long si vous êtes abonné à la version premium de Monde Numérique sur Apple Podcast, où vous le savez, vous pouvez découvrir les interviews in extenso, en intégralité, dès le samedi matin. Sinon, il faut attendre le courant de la semaine pour avoir les épisodes séparés. Voilà, que dire d'autre ? Le site web mondenumérique.info est un petit peu amélioré également. On change la page d'accueil pour que ce soit encore plus connecté à l'actualité. Et pour autant, le pitch reste le même. Monde Numérique, c'est le meilleur de la tech, garanti 100% fait par des humains. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est tout d'abord bien entendu le nouvel iPhone. L'iPhone 15 qui sortira vendredi prochain, le 22 septembre. 4 modèles d'iPhone en réalité qui ont été dévoilés mardi soir lors d'une keynote d'Apple, keynote un peu plate malgré tout. 4 modèles, le 15 et le 15 Plus, le 15 Pro et le 15 Pro Max. C'était la même chose pour les générations précédentes avec 2 tailles d'écran, 6,1, donc à peu près format moyen, et 6,7, le grand format. Pas de changement majeur sur cet iPhone, comme c'est le cas depuis plusieurs années. 3 nouveautés malgré tout à signaler. Tout d'abord, le changement de connecteur. Ça a déjà fait couler beaucoup d'encre. Exit la prise Lightning qui existe depuis plus de 10 ans sur les appareils iPhone, qui est remplacée par le connecteur USB-C universel. C'est ce qu'on trouve également sur d'autres appareils. Et cela à la demande de l'Union européenne qui, dans un souci d'uniformisation, pour réduire les déchets électroniques, a demandé à tous les constructeurs d'adopter l'USB-C. Apple
Apple a traîné des pieds et puis finalement ils y passent, alors sans dire que c'est à cause de l'Europe, mais en tout cas ça y est, sur l'iPhone et sur le petit boîtier aussi des nouveaux AirPods qui vont sortir, donc les écouteurs, eh bien ce sera de l'USB-C. C'est bien, ça va faire un peu, on pourra utiliser les mêmes câbles que pour les autres appareils, mais il y aura forcément des subtilités avec les câbles validés par Apple, certifiés MFI, etc. On y reviendra. On aura l'occasion très certainement d'en reparler. Deuxième nouveauté sur ces nouveaux modèles d'iPhone, un petit bouton qui s'en va et un autre qui arrive. Si vous êtes utilisateur, vous connaissez depuis toujours ou presque le petit commutateur sur la tranche en haut à gauche qui permet de passer en mode silencieux. Eh bien, ce bouton est remplacé par un bouton poussoir baptisé bouton action qui devient multifonction. Donc, il sert à plein de choses. On pourra le paramétrer soi-même, soit pour le mode silencieux comme avant, soit pour lancer l'appareil photo, allumer la torche, etc. Troisième fait différenciant sur cette nouvelle génération d'iPhone, eh bien, un nouveau matériau qui fait son apparition, en tout cas sur les deux modèles haut de gamme, le 15 Pro et le 15 Pro Max. C'est un dos en titane. Alors, le titane, c'est à la fois élégant et puis plus résistant, mais surtout plus léger. La promesse de ce nouvel iPhone est d'être moins lourd que le modèle précédent, ce qui, sur une grande taille d'écran, évidemment, n'est pas négligeable. Pour le reste, très peu de changements, à part quelques améliorations encore du côté de la photo. 48 mégapixels sur les modèles Pro, un zoom 5 fois, un zoom optique x3, un mode portrait automatique, ça c'est plutôt sympa, plus besoin de se poser la question de savoir si on fait une photo classique ou une photo en mode portrait, donc avec l'arrière-plan flouté, c'est l'iPhone qui décidera. Ça existe déjà sur d'autres appareils concurrents. Et puis la vidéo spatiale, un truc un peu bizarre qui permettra donc de filmer en mode très élargi pour se fabriquer des souvenirs à destination du futur Mask Vision Pro. Voilà, on va petit à petit vers cette révolution annoncée du Vision Pro et de l'informatique spatiale. Gros focus sur l'environnement de la part d'Apple, comme d'habitude, mais là encore plus. On nous annonce des matériaux recyclés, du cobalt recyclé à 100% dans la batterie, du cuivre recyclé à 100%. L'objectif affiché par Apple est d'être neutre en carbone d'ici à 2030. Du côté des prix, eh bien la surprise, c'est que ces nouveaux iPhones sont un peu moins chers que les précédents. C'est incroyable, ça n'arrive jamais. Mais voilà, les prix en Europe, et donc en euros, s'étaleront de 969 à 1479 €. Parmi les annonces, il y a également deux nouvelles Apple Watch qui ont été dévoilées mardi. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Pour en savoir vraiment beaucoup plus en détail sur toutes ces annonces, je vous renvoie à l'épisode spécial de Monde Numérique publié il y a quelques jours à peine, où je vous détaille précisément toutes ces annonces Apple. Et l'actu de la semaine, c'est avec Lisa de Bernard, comme chaque semaine. Salut Lisa. Salut Jérôme. Alors, on parlait des nouveaux iPhones à l'instant, mais il y a une autre actu iPhone cette semaine. Ça a déjà fait beaucoup de bruit. L'iPhone 12 est dans l'œil du cyclone. C'est un vieux modèle, il est sorti il y a 3 ans. Et voilà qu'il est épinglé en France par l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, parce qu'il aurait un niveau d'émission d'ondes électromagnétiques trop élevé. Oui, avec un taux d'émission de 5,74 watts par kilo au lieu de 4, l'iPhone 12 n'est plus conforme selon l'ANFR, c'est ce que l'on appelle le DAS, le débit d'absorption spécifique, et en l'occurrence le DAS membre, c'est-à-dire le téléphone tenu en main, le DAS Tron étant lui conforme. Conséquence, le retrait du marché, l'interdiction à la vente, et Apple qui doit sous 15 jours régler le problème. Et alors, cette histoire de DAS, tu as posé la question à un spécialiste, Lisa. Exactement, Jérôme, et c'est Sébastien Point, physicien, ingénieur et chercheur spécialiste des sciences et technologies de l'éclairage et des effets de la lumière bleue sur nos organismes, qui a répondu à mes interrogations quant à l'incidence d'un dépassement du DAS à cette échelle. Et pour ne rien vous cacher, il est plutôt optimiste. Les études scientifiques ont montré que une élévation de température d'un membre de quelques degrés, 5 degrés, est possible à partir d'un DAS de 40 watts par kilo. 4 watts par kilo, ça correspond à une élévation de température de quelques fractions de degrés au niveau d'un membre, ce qui n'est pas significatif, peut-être même pas mesurable, et probablement confondu avec la variabilité naturelle de votre due à votre métabolisme ou lié à votre environnement, votre activité physique, etc.
l'iPhone 12 dépasse la limite, est-ce qu'il faut demander des actions correctives? Oui. Maintenant, est-ce que les iPhone 12 qui sont dans la nature et qui émettent jusqu'à 6 watts par kilo sont dangereux? La réponse est non. Enfin, on notera qu'à l'issue de discussions avec l'ANFR, Apple a annoncé une mise à jour sous 15 jours de ses iPhones. La marque à la pomme reste néanmoins surveillée de près par le ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barrot en personne, qui s'est déclaré prêt à demander le rappel de tous les modèles dans le cas où la mise à jour ne serait pas suffisante. À noter que si Apple est dans la tourmente, ce type de procédure n'est en revanche pas une première pour l'ANFR, puisqu'en 2021, 9 smartphones, OnePlus, Sony, Xiaomi et Nokia s'étaient fait épingler pour les mêmes problématiques avant de rentrer dans le rang. Absolument, il faut rappeler que c'est finalement quelque chose d'assez classique, mais là, évidemment, ça tombe sur Apple, donc ça fait beaucoup de bruit. Merci beaucoup, Lisa, très bonne idée, la petite interview, j'espère que tu vas nous faire ça plus souvent. On va rester dans les smartphones avec une marque française qui a voulu profiter de l'événement de fin d'année d'Apple, en l'occurrence de la keynote du 12 septembre dernier, pour se faire un peu de pub. Et cette marque française a inondé plusieurs villes du monde avec des grandes publicités. Moi, j'avoue que j'étais à New York la semaine dernière et j'ai vu ces publicités qui étaient assez intrigantes parce que le message était sibyllin, en fait, Lisa. Oui, et ça concerne donc un mystérieux projet intitulé Projet R. R comme reconditionné pour le Airphone de Back Market, cette marque spécialiste des produits reconditionnés qui avait donc annoncé début septembre à travers des campagnes publicitaires lancées conjointement à Paris, Londres, Madrid et New York, comme tu le disais. Ce mystérieux smartphone, eh bien finalement, il a été dévoilé le 12 septembre, le jour de la keynote d'Apple, après plusieurs semaines de suspense. Et en fait, le Airphone, eh bien il s'est avéré être non pas une nouveauté, mais un iPhone reconditionné comme la plateforme en propose des centaines depuis plusieurs années. Objectif de cette campagne coup de bluff, eh bien, c'est de tirer la sonnette d'alarme sur les effets dévastateurs du culte du neuf, selon les mots du PDG et cofondateur de Back Market, Thibaut Hugues Delarose. Pour rappel, selon l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un smartphone reconditionné permet d'économiser 86% d'eau, 91% de CO2 et d'extraction de matières premières supplémentaires et 89% de déchets électroniques en moins. Oui, merci de rappeler ces chiffres qui sont effectivement importants, même s'il faut rappeler que en fait, les iPhones d'Apple sont les smartphones qui durent le plus longtemps. Hein, donc, c'était pas non plus une campagne contre Apple. Les géants de la tech se penchent sur l'intelligence artificielle. C'était cette semaine à Washington, aux États-Unis, avec une réunion au sommet auprès des sénateurs américains, de vraiment des stars de la technologie. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sam Altman d'OpenAI, Sundar Pichai de Google ou encore au PDG de Nvidia pour évoquer les enjeux de l'IA et les futures réglementations. Une initiative qui était portée par un sénateur démocrate conscient du manque de connaissances et du vide juridique en la matière aux États-Unis, d'autant plus qu'en comparaison, l'Europe s'est déjà saisie du sujet avec l'AI Act. Oui, et c'est amusant, il y avait un Français aussi parmi ces têtes d'affiche, il y avait Clément Delangle, le fondateur de la société Hugging Face, qui vit aux États-Unis, spécialisé dans l'intelligence artificielle. Alors de quoi ont-ils parlé, tous ces gens-là ? Eh bien, lors de cette réunion, la douzaine de dirigeants présents se sont accordés sur un point au moins, la nécessité de réglementer ce secteur, avec toutefois quelques discordes sur la manière de le faire. Mark Zuckerberg, par exemple, reste persuadé de l'intérêt de poursuivre la recherche et le développement en open source, c'est-à-dire avec le code source accessible au public, quand OpenAI ou Anthropic, une autre start-up d'IA, y voit une pratique dangereuse, voire profitable à des personnes ayant de mauvaises intentions. De l'autre côté, on a Elon Musk qui s'est appliqué à rappeler les risques liés à ces technologies, une attitude qui s'inscrit dans le prolongement de sa demande de moratoire sur le développement de certains systèmes d'intelligence artificielle. Et j'appuie sur le certain puisque cela exclut ses propres recherches en la matière. C'est d'ailleurs ce que n'a pas manqué de noter une chercheuse à l'Université de Californie qui a pointé du doigt les failles de sécurité du pilotage automatique de Tesla.
Ah oui, on a tout mis dans le même sac en fait. Tesla, l'IA qui va détruire le monde, etc., etc. Bon, enfin voilà, ça faisait une belle photo de famille avec tous ces grands de la tech réunis et tous avec une magnifique cravate, comme on a pu le voir sur les images, ce qui est assez rare. Et alors, qu'est-ce qu'il ressort de cette rencontre, Lisa ? Alors dans les faits, pas grand-chose, si ce n'est que cette première réunion à huis clos n'est pas la dernière. D'autres rencontres devraient être organisées prochainement et cette fois-ci, elles devraient être publiques dans la perspective d'alimenter les réflexions des législateurs puisque la signature d'un décret présidentiel est attendue dans l'année à venir. Par ailleurs, indépendamment de cette réunion, une quinzaine d'entreprises se sont déjà engagées auprès de la Maison-Blanche la semaine dernière à sécuriser les technologies d'intelligence artificielle. On retrouve parmi celles-ci Meta, OpenAI, Google ou encore Microsoft. Allez, on reste aux États-Unis avec un autre gros dossier. C'est vraiment le gros dossier de la semaine. Le 12 septembre, toujours. Il s'est vraiment passé plein de choses ce jour-là. Le 12 septembre s'est ouvert à Washington un procès opposant Google au département de la justice américaine, plus précisément la section antitrust, motif abus de position dominante. Ça faisait longtemps que les autorités américaines n'avaient pas attaqué un géant du numérique pour cette raison. Et ce procès est qualifié d'historique. Oui, puisque c'est la suprématie de Google qui se joue. Le moteur de recherche est accusé d'avoir empêché l'émergence de moteurs de recherche concurrents grâce à des pratiques abusives. Dans les faits, le département de la justice et les procureurs généraux des États ont noté que 90% des recherches aux États-Unis étaient faites sur Google et 91% à l'échelle mondiale. Des chiffres sans appel, signe de la domination de Google aux dépens de ses concurrents. Et alors l'accusation s'appuie sur quoi exactement ? Et bien sur des accords à plusieurs milliers de dollars passés entre Google et les fabricants de smartphones Samsung et Apple. Objet de ces contrats, faire de Google le moteur de recherche par défaut. Idem pour les appareils tournant sous Android. En 2021, par exemple, Google avait dépensé pas moins de 15 milliards de dollars pour conserver ce statut chez Apple. Effectivement, c'est une manœuvre qui permettait à Google de rafler un maximum de recherche, mais l'entreprise de Sundar Pichai ne considère pas que ce soit vraiment un problème. Effectivement, la firme se défend sur une idée simple. Les fabricants ont le choix, les utilisateurs ont le choix. Le monopole de Google n'est donc assuré que par la qualité de ses services, ce qui a même amené l'entreprise à qualifier le procès de profondément bancal quelques jours avant son ouverture, une provocation à laquelle l'avocat principal a répondu dans son discours introductif, rappelant que si Google fixe les règles, ce sera toujours à son avantage. Les débats sont donc lancés et occuperont les 10 prochaines semaines avec quelques 150 témoins attendus. Un procès qui n'est pas sans rappeler celui de Microsoft dans les années 90 est considéré comme le dernier grand procès antitrust de la tech américaine. À cette époque, Microsoft avait imposé son navigateur Internet Explorer comme navigateur par défaut de son système d'exploitation Windows, lui-même en position dominante sur le marché à cette époque. Merci beaucoup Lisa de Bernard, que l'on retrouve chaque semaine dans Monde Numérique pour l'actu. On va continuer à parler tout de suite de ce procès Google avec mon camarade Bruno Guglielminetti. C'est le nouveau rendez-vous que je vous propose dans Monde Numérique, le débrief transatlantique. Salut Bruno. Salut Jérôme. Voilà, c'est parti pour ce rendez-vous qu'on a annoncé sur les réseaux sociaux. Donc, chaque semaine, on va se retrouver de part et d'autre de l'Atlantique pour une séquence diffusée simultanément dans Monde Numérique et dans ton podcast Mon Carnet au Québec. Puis là, on fait le coup, c'est toi qui commences cette semaine, la semaine prochaine, je commencerai. Mais puis, absolument. C'est tellement pratique d'avoir Monde Numérique décrit derrière ta tête. Je peux pas me tromper. Là. Parce que là, tu fais référence à la vidéo puisqu'on se voit au moment où on se parle, c'est vrai. Bon, alors voilà, ce rendez-vous qu'on a annoncé sur les réseaux sociaux, Bruno, on va se retrouver chaque semaine pour dialoguer sur un ou deux sujets d'actualité, vu chacun de notre côté. Ouais, puis on commence assez fort parce que, tu l'as mentionné, en fait, c'est Lisa qui le mentionnait au début de ton podcast, mais il y a le procès historique quand même aux États-Unis qui évoque quand même certains souvenirs, mais bon, contre Google. L'idée là-dedans, c'est de savoir s'ils ont abusé de leur position dominante sur le marché pour faire ce qu'ils ont fait finalement avec leur moteur de recherche. Ça s'est ouvert cette semaine. Toi, tu regardes ça de chez vous. Comment tu vois ça?
Alors évidemment, on suit ça attentivement, mais je dirais qu'il y a actuellement beaucoup d'autres sujets en France aussi qui viennent un peu brouiller les pistes. Et finalement, cette histoire de Google, elle passe presque un petit peu en second plan. Chez nous, on est focus sur l'iPhone 12 oui. retiré du marché parce qu'il émet trop d'ondes, etc. Mais quand même 10 fois moins que la norme où ce serait dangereux, là. Bien sûr. Et puis on comprend pas sûr. tellement. Hein. D'ailleurs, tu me fais réagir à ça parce que j'en parlais dans les médias québécois, mais on comprend pas pourquoi, c'est annoncé le jour du grand lancement. Deuxièmement, le iPhone 12, alors que là, on est rendu au iPhone 15. Et puis on s'entend, ça va être réglé avec une mise à jour. Donc, on se dit, mais pourquoi? Ils voulaient amener l'attention du public sur un autre sujet? Je pense qu'ils ont dû un petit peu profiter effectivement de l'aspect médiatique de la keynote. Puis est-ce que c'est pas aussi une manière pour les pouvoirs publics français de dire voilà, vous savez, nous on va pas se faire avoir par les GAFAM, on a des moyens quand même d'imposer notre loi. Bon, en l'occurrence, ils arrivent à appuyer uniquement sur cette histoire de DAS qui, comme tu le dis, va être réglée très rapidement. Ouais, c'est quand même 3 modèles trop tard, là. Mais bon, après, c'est parce que le problème n'existait sans doute pas au début, et puis il est arrivé par la suite avec des mises à jour. Ouais. Mais je te ramène sur Google. Merci pour la Revenons à Google, absolument, parce que là, c'est du débrief qui part dans toutes les directions. Ouais, mais donc Google, quand tu regardes ça, toi... Non, je te renvoie à la question. Comment est-ce que tu regardes ce procès, cette affaire du côté américain, nord-américain? Ouais, j'imagine que toi, tu as dû avoir la même réaction, mais ça me rappelle un peu ce qui s'est passé dans les années 90, à l'époque où Microsoft voulait positionner son Furteur Explorer et qu'ils avaient décidé que par défaut, quand tu installais Windows, c'est Explorer qui arrivait. Puis bon, ils s'étaient fait mettre le nez dans ce que vous voulez par le gouvernement américain en disant non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et puis ils n'avaient pas répondu rapidement à cette histoire-là. Puis finalement, au bout de la fin des 10 ans, je pense qu'en 97 ou en 98, Bill Gates avait dit bon, OK. Et là, on les avait obligés à demander aux gens d'installer le Furteur Explorer. Mais il y avait d'autres alternatives qui étaient présentées. Et je suis en train de me dire, quand je regarde l'histoire de Google, que dans le fond, qu'est-ce qui va arriver au pire? Ils vont pas demander de démanteler l'entreprise parce que, dans le fond, ce que c'est la position dominante au niveau de la recherche qui est Google, en tout cas, notamment aux États-Unis, là, puis en Amérique du Nord, c'est environ 90% du marché de la recherche qu'ils détiennent. Oui, c'est à peu près pareil en Europe. Et qu'est-ce qui va arriver? Ils vont les punir, ils vont les financièrement, puis ça va être quoi? On va leur demander maintenant, de facto, de ne plus faire d'entente avec les fabricants et de laisser, lors de l'installation ou de l'achat d'un appareil, le choix aux citoyens, aux consommateurs, d'installer le moteur de recherche de leur choix. Mais en bout de ligne, ça fait des années, ça fait des siècles maintenant qu'on est habitué de googler des choses. Il y a peu de gens qui vont se mettre à installer DuckDuckGo ou Bing sur leur téléphone. Alors, c'est un problème qu'on connaît un petit peu, nous, en France, puisqu'on a eu une tentative de concurrence de Google avec un navigateur qui s'appelle Qwant. Mais aujourd'hui, Qwant, c'est terrible, c'est presque plus un sujet de plaisanterie qu'autre chose. Et pourtant, voilà, il y a eu des tentatives pour l'imposer de tous les côtés, notamment en jouant la carte service public. Par exemple, le groupe France Télévisions, audiovisuel public, s'est vu imposer Qwant sur tous les postes de travail. Moi, j'ai des amis qui travaillent là-bas et ils se sont empressés de remettre Google parce que c'est pas par esprit de contradiction, c'est que il y avait un décalage, il n'arrivait pas à travailler. Quand c'est ton outil de travail, il n'arrivait pas à travailler avec Qwant. Mais tu as l'impression qu'il pourrait arriver avec un jugement qui pourrait être sévère à l'endroit de Google et qui pourrait vraiment faire une différence? Alors, jugement financier, on sait qu'il faudrait vraiment taper tellement fort que ça paraît incertain et improbable. En revanche, tu citais à juste titre l'exemple précédent de l'histoire avec Microsoft, avec le navigateur. Quand même, il y avait eu des conséquences. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, chaque fois quand on achetait un ordinateur neuf, on se voyait proposer non plus un navigateur par défaut, mais un choix, c'était le ballot, je sais pas quoi, enfin, ça a porté un nom, ce truc-là. Je sais pas si ça a permis aux gens de sortir d'Internet Explorer, mais en tout cas... ça a permis à Chrome de prendre le marché. Ouais. Donc, c'est quand même
pas anodin. C'est pas passé de manière totalement transparente. Ouais, mais moi, je me questionne par rapport à l'impact sur Google. Puisque ça fait longtemps que les gens utilisent Google, s'ils ont vraiment le choix, s'ils vont vraiment changer. Je regardais un reportage à la télé américaine hier soir, justement, qui couvrait le lancement de la chose, avec quelques jours de décalage, mais quand même. Et il nous racontait, il faisait un vox pop là, sur la rue auprès des gens, puis tout le monde disait, ben oui, moi je Google, je suis toujours sur Google. Et oui, bien Alors, sûr. si tu as le choix entre Bing, DuckDuckGo et Google, ben les gens vont aller sur Google, ils connaissent. Alors, Évidemment. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment ça va finir. Ça va prendre quelques temps avant qu'on connaisse le verdict. Mais voilà, c'est l'histoire. L'autre histoire que je voulais t'entendre là-dessus, c'est Oui. les fameuses annonces. J'ai entendu ton édito là, cette semaine sur les grandes annonces de Apple. Ça te dit quoi, toi? On est en 2023 de voir Apple faire une présentation comme celle-là. Et alors tout le monde dit qu'elle était, et c'est vrai que c'était creux, c'était plat, il y avait vraiment pas grand-chose. Hein. On a l'impression que les keynote Apple, plus elles sont belles et plus elles sont vides en fait. Ça devient des super productions magnifiques, ce sont des exemples en termes de communication commerciale. Qui sont d'ailleurs imités par beaucoup de gens. Mais là, à l'arrivée, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un nouvel iPhone à peine différent du précédent. Bon, il y a le côté symbolique de la rupture avec le changement de connecteur. Hein, mais c'est si pas de l'innovation technologique. Mais si vous ne l'aviez pas demandé en Europe, on serait encore avec la vieille prise. Là. Et voilà, c'est grâce à nous, cher ami, que vous allez avoir un connecteur unique. Youpi. Hein? Merci beaucoup. Au nom de tous les gens de la planète, merci beaucoup. Cela dit, honnêtement, est-ce que Apple n'avait pas ça dans sa roadmap, dans ses cartons, de toute manière, hein, parce qu'il n'y avait plus vraiment d'intérêt logique à rester sur Lightning. Et puis, sinon, juste encore sur Apple, c'est vrai que c'était un peu maigrichon, mais je sais pas ce que tu en penses. C'est aussi tout simplement parce que on sent bien que ils sont bientôt au bout d'un cycle avec l'iPhone. L'iPhone va faire de moins en moins rêver, donc on est complètement sur de l'innovation incrémentale. Et la partie suivante, elle va se jouer évidemment a priori avec le casque Vision Pro et tout ce qui l'entourera. Mais tu vois, moi, je regardais ça cette année, je regardais du coin de l'œil parce que je me dis que c'est toujours la même façon. Hein. Il y a une année creuse, il y a une année d'innovation un peu, une année creuse. Là, on est dans l'année creuse. Moi, je disais à ma conjointe, on oublie ça, c'est pas cette année que je vais acheter un nouveau iPhone, je vais attendre l'an prochain. Mais il y a aussi un virage. Est-ce qu'ils vont faire avec l'iPhone 16? Est-ce que ça sera finalement l'arrivée du... on s'entend jamais quand vient le temps de parler. Du pliant? Oui, du pliant, ou téléphone à poche, ou ouais. pliable, ou peu importe. Ouais. Mais est-ce que ça... Ah non, on dit écran pliable et smartphone pliant. Moi, je serais intraitable là-dessus. Jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est ça. Alors, est-ce que ça va être ça, la nouveauté? Parce que dans le fond, moi, la seule chose que j'ai vue cette semaine, c'était la mise à niveau de la gamme de base du nouveau iPhone 15 qui peut faire bien. Et puis sinon, c'était l'assistance routière qui arrivait. Mais sérieusement, mis à part ça, il n'y a pas grande nouveauté. Là. On augmente un peu la puissance de l'appareil, mais c'est tout. Ouais, attends, je pense qu'on va être surpris par le côté vraiment matériel, la fameuse coque en titane. Parce que les retours des journalistes qui étaient sur place, qui ont pu le prendre en main, ils étaient quand même assez séduits par le truc. Hein. Ça fait un produit très léger, assez élégant, solide. Est-ce qu'elle va être vraiment léger? Parce qu'on va sûrement mettre une coque là-dessus en plus. Là. Oui, on va remettre une coque. Non, s'il est très solide, peut-être qu'enfin on pourra se passer d'une coque. Ouais. Mais je sais pas. Là, je ne l'ai pas encore eu en main. Il va falloir attendre encore quelques jours. Et puis, on en reparlera. Bon, sois patient, puis tu nous donneras des nouvelles de ton iPhone 15. Jérôme, on arrête cela parce que toi, tu as encore une émission à poursuivre et moi aussi. Mais merci pour cette première intervention comme ça. C'était vraiment chouette. J'étais ravi, effectivement, moi aussi, Bruno, qu'on puisse faire ça. Et on va peut-être inviter surtout les auditeurs à nous dire ce qu'ils en pensent. Hein. Envoyez-nous des commentaires. Est-ce que vous avez envie de nous retrouver la semaine prochaine ou pas? De toute façon, on sera là. Donc, vous aurez plusieurs semaines pour vous habituer. Ouais. Je te dis merci. Puis, au nom de la planète, bien évidemment, je remercie l'Europe pour la nouvelle prise du iPhone. Salut. Bruno. Il n'y a pas de problème. Si je peux aider la planète, on est toujours là pour servir. Salut. Bye. Bye.
L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, on va parler encore d'intelligence artificielle. L'IA qui ne cesse de nous surprendre, décidément. Tiens, cette semaine, ChatGPT qui joue au docteur. Le chatbot d'OpenAI a été testé aux Pays-Bas au service des urgences et voilà qu'il produirait, dans certains cas, des diagnostics médicaux meilleurs que ceux des médecins. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. C'est plutôt d'un nouveau service spectaculaire en matière de vidéo et au-delà de la vidéo, en matière de communication internationale entre les gens. Une nouvelle innovation qui montre que l'IA vraiment ne cesse d'avancer à toute vitesse. Régulièrement, on a des trucs totalement décoiffants. Alors, vous en avez peut-être entendu parler. Il s'agit de HeyGen. C'est un nouveau site web, en fait, qui permet de traduire des vidéos existantes avec un système de doublage absolument spectaculaire. C'est vraiment, je trouve, d'une ampleur probablement aussi importante que celle de ChatGPT. Pourquoi ? Parce que au départ, ce HeyGen, qui est donc un petit site venant de Californie, créé par deux anciens ingénieurs de TikTok, au départ, la proposition, c'est d'offrir la possibilité aux créateurs de contenu de fabriquer des vidéos avec des avatars, avec un système de text-to-speech. Donc, par exemple, vous êtes responsable formation dans une entreprise, vous voulez créer des petits tutoriels pour vos employés, eh bien, vous mettez le texte et vous pouvez choisir parmi des personnages virtuels, comme dans des jeux vidéo, mais plus vrais que nature, qui vont lire votre texte avec les voix de votre choix. Bon, ça, c'est sympa, c'est assez bluffant, c'est vraiment utile. Mais surtout, il y a une fonction supplémentaire qui est présentée dans un mode qu'ils appellent Labo, donc c'est un peu expérimental et c'est véritablement ça le plus bluffant qui a déjà fait pas mal de buzz sur les réseaux. C'est la possibilité de traduire et de doubler n'importe quelle vidéo dans quasiment n'importe quelle langue. C'est ainsi qu'on a pu entendre, par exemple, Elon Musk parler en français ou encore le général de Gaulle en italien. Il était une fois un vieux pays tout bardé d'habitudes et de circonspection. C'era una volta un antico paese, noto per le sue numerose abitudini e strane circospezioni che lo caratterizzavano. Le plus spectaculaire, c'est que la voix de doublage ressemble à l'original. Écoutez par exemple François Mitterrand lors de son fameux débat face à Jacques Chirac en 1988. I still address you as Mr. Prime Minister because that's how I referred to you for a duration of 2 years and you hold that position. Well, as Prime Minister, I have observed that you have, and it is fair to say, very real qualities. Let me clarify that tonight I am not in the position of the Prime Minister and you do not hold the title of the President of the Republic. Both of us are candidates. Voilà, et encore là, on n'a pas l'image, mais je peux vous dire que c'est carrément impressionnant. Le plus spectaculaire également, c'est que la traduction est quasi parfaite. S'il y a des mots, des idiomes qui ne sont pas compris, eh bien, il va s'arranger avec ça, quitte à couper certains passages du texte. Et enfin, troisième chose spectaculaire de ce HeyGen, c'est la synchronisation des lèvres qui paraît absolument parfaite. On n'y voit que du feu. Comment ça marche ? En fait, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs briques d'intelligence artificielle dans ce système-là. D'abord, lorsque vous envoyez une vidéo, donc une vidéo de vous-même, ou du général de Gaulle par exemple, il va faire une transcription speech to text, donc reconnaissance de la parole. À partir du texte, il y aura une traduction. Bon, ça, on connaît aujourd'hui avec des choses comme Google Translate, etc. Ensuite, il y a le système inverse. Une fois que ça a été traduit, on prend le texte et on en refait une version orale. Donc, c'est du text to speech pour oraliser, on va dire, la traduction. Et entre-temps, il y a une étape de clonage vocal où avec seulement quelques dizaines de secondes, visiblement, d'un échantillon sonore d'origine, on arrive à reproduire la même voix quasiment, mais qui va parler dans une autre langue. Et enfin, cerise sur le gâteau, dernière étape, c'est la synchronisation labiale. Donc, on refabrique des images de lèvres qui prononcent les mots dans la nouvelle langue et on colle ça sur le personnage d'origine. Bon, c'est spectaculaire, il faut que vous alliez voir ça. Pour l'instant, ce HeyGen ne supporte que une vingtaine de langues, mais il y avait une conférence il y a quelques jours du cofondateur de la société qui promet pour rapidement de nouvelles langues. Il y aura notamment le japonais. Pour l'instant, restriction également
on va dire, petite faiblesse, le français, c'est surtout du français québécois. Un coucou à mon camarade Bruno. C'est joli le québécois, mais c'est pas exactement le français qu'on parle en France, en tout cas au niveau accent. Et puis, sinon, il faut savoir que cette petite prouesse technique est payante. C'est un business, c'est un produit commercial. Ça coûte $48 par mois, c'est pas donné. Et il y a un mode gratuit qui permet d'avoir quelques crédits pour tester le truc, mais en fait, ça marche pas très bien parce qu'il y a une telle liste d'attente que ça a fait sauter les serveurs, ça a été pris d'assaut et en fait, on a beaucoup de mal si on n'a pas la formule qui priorise le traitement à obtenir un résultat. Alors, au-delà, voilà pour là, je vous ai décrit le truc HeyGen. Mais surtout, ce qui est hallucinant, c'est toutes les questions que ça pose et qu'on devine déjà derrière. C'est des perspectives incroyables. D'abord, ça va être pour l'internationalisation des contenus, par exemple. Demain, ce podcast Monde Numérique pourra être proposé en anglais, avec un très bon anglais, pas celui que je vous aurais fait en temps normal, avec en allemand, en italien, etc. Ça va intéresser des entreprises pour de la communication interne ou externe, etc. Et puis il y a un truc auquel on pense, bien sûr, c'est pour tout ce qui est divertissement, le doublage des films, des séries. Ce sera super pour regarder les films dans la langue de son choix, mais avec des conséquences inévitables sur l'emploi des gens qui travaillent dans le doublage. On sait que les professionnels de Hollywood sont en ce moment en grève, ils sont inquiets face à la révolution, notamment face au problème de l'intelligence artificielle. Mais là, ce HeyGen, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence, c'est la mort des doubleurs, c'est la mort du doublage en tant qu'activité artistique. Alors on pourra toujours dire que oui, mais l'humain apportera plus d'émotions, etc., etc. Oui, sauf que l'humain, il est jamais capable de coller véritablement au mouvement des lèvres. Moi, personnellement, les doublages de films, avec tout le respect que j'ai pour les comédiens, j'aime pas ça. Je déteste ça. Il y a des intonations artificielles, on tire sur les phrases, sur les mots. C'est absolument pas crédible. Donc, ce nouvel outil, à mon sens, c'est un raz-de-marée annoncé sur le monde du doublage. Voilà. Et puis, bien sûr, comme on l'avait annoncé pour ChatGPT, le côté obscur de la force. Voilà un formidable outil supplémentaire pour fabriquer des fake news et donc pour mettre en route et pour alimenter la machine à désinformation qui tourne déjà à plein régime sur Internet. À noter aussi que ce truc-là qui fait donc énormément appel à l'intelligence artificielle, il faut probablement des ressources informatiques monstrueuses. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'arrivent pas à suivre et à livrer en fait les résultats parce que leurs serveurs sont sous-dimensionnés et donc une empreinte carbone très certainement énorme. N'empêche, ça y est, le génie est sorti de la boîte, une fois de plus. HeyGen n'a certainement pas fini de faire parler de lui. Il est temps de passer aux interviews de la semaine de Monde Numérique. Et mon premier invité est un spécialiste précisément du doublage virtuel. À noter que cette interview que vous allez entendre est proposée en intégralité dans la version premium de Monde Numérique sur Apple Podcast et en version courte dans l'édition habituelle de l'émission. Bonjour Louis Abel. Bonjour. Vous êtes doctorant à l'Université de Lorraine, vous intervenez à l'INRIA, l'Institut National de la Recherche en Informatique, et cofondateur d'une start-up qui s'appelle Dynalypse. Vous êtes spécialiste de la synchronisation entre la voix et les mouvements de la bouche dans les images de synthèse. Alors on parle beaucoup en ce moment de la start-up américaine HeyGen, qui permet de faire parler des gens en vidéo dans n'importe quelle langue. Vous défendez une approche éthique de cette question. Alors quel peut être selon vous l'impact d'une telle technologie ? Il y a énormément d'applications. Il y a tout ce qui va être téléassistance, qui va être traduction en temps réel, automatique, le doublage, le film. Ça touche énormément de choses. Ça, par contre, c'est des bonnes applications. C'est des choses qui peuvent vraiment révolutionner la manière des choses. Mais même derrière ces applications, il y a des conséquences qu'il faut prendre en compte, parce que si, par exemple, on prend le cas du doublage, qui est très simple, si on y injecte de l'IA, qu'on fait toutes ces modifications visuelles, ces doublages automatiques, il y a des métiers qui vont disparaître. Est-ce qu'on a envie d'être responsable de ce genre de changement quand même assez abrupt ? Peut-être pas forcément. Donc nous, notre décision qu'on a à Dynalypse, c'est qu'on a créé une technologie
qui permet de faire de la synchronisation labiale dans le monde virtuel, donc sur des personnages à animer. Mais cette synchronisation labiale, par exemple, elle est neutre. On n'a pas d'émotion, on n'a pas de colère, de tristesse, il n'y a pas d'intention émotionnelle. Ce travail-là, il reste à l'animateur. L'animateur, on lui retire la tâche qu'il n'a pas envie de faire et on lui laisse là où l'humain peut s'exprimer, c'est-à-dire les caractères émotionnels. Quelque chose qu'une intelligence artificielle peut difficilement copier ou prédire. D'accord. Quand vous dites l'animateur, ça va être l'animateur d'un personnage dans le cadre d'un jeu vidéo ou d'un film d'animation, par exemple. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui va devoir dire que à tel moment sur l'image, il y aura un sourire, il va faire il va parler avec telle expression, tout ça. C'est quelque chose qui est soit fait manuellement, soit fait avec des outils tels que de la motion capture dans des très grosses productions. Il y a toujours souvent un humain pour retoucher, affiner, corriger. Et c'est souvent des choses qu'une IA pourrait faire, mais va pas le faire correctement. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas assez puissante pour le faire proprement, vous voulez dire, ou... Disons qu'elle va essayer de faire quelque chose de très générique. C'est pour ça que les démonstrations qu'on voit sur Agent, ça marche bien, parce que c'est quelqu'un qui parle de manière normale. On n'a pas encore vu de démonstration où il est en train de faire des grands discours avec beaucoup d'intention, beaucoup de représentation. Là, on n'est pas sur des cas extrêmes. Donc ça, c'est très facile à gérer. Mais si on est sur une personne, par exemple, qui a des tics de langage ou des tics d'expression, peut-être une lèvre qui saute ou qui est plus étirée que quelqu'un d'habitude, on ne sait toujours pas si ça marche. Et c'est ce genre de cas où je pense que là, on va trouver les limitations de l'IA, parce que on volerait l'identité de quelqu'un si on était capable de faire ça. Alors vous ne voulez pas vous voler, ou en tout cas vous ne voulez pas que l'IA vole l'identité de quelqu'un, mais vous laissez la possibilité à un professionnel humain d'injecter quand même ces petites imperfections pour mettre de l'émotion. Alors, il va être capable de faire ça, mais nous, c'est le point important, c'est qu'on est dans du virtuel, c'est-à-dire on est dans de la 3D. Donc, on ne peut pas, par exemple, voler l'identité de quelqu'un, puisqu'il faudrait pour ça qu'on soit dans le monde réel. Là, on va vraiment être dans un jeu vidéo ou dans un cartoon, un film d'animation. Donc, on ne peut pas, impersonnifier quelqu'un là-dessus. Notre technologie agit sur de la 3D. Et pour passer à cette étape de deepfake, il faudrait quand même avoir, par exemple, un moteur de rendu qui puisse être aussi réaliste que la réalité. C'est pas encore le cas. On a des rendus très très réalistes sur la page web, par exemple, de Dynalips. On peut voir des avatars très jolis, très réalistes, très détaillés, mais on voit tout de suite que c'est pas réel. C'est là la grande différence, c'est que les technologies d'IA type Agent vont, elles, agir sur des vidéos. Nous, on agit sur du virtuel. Merci Louis Abel de l'INRIA et de la start-up Dynalips. La semaine prochaine, les 20 et 21 septembre, se tient à Lyon le salon SIDO, consacré aux objets connectés et à la robotique. C'est un grand classique du secteur. Bonjour Jean-Marc Lafont. Bonjour. Vous êtes en charge de l'IoT, c'est-à-dire l'Internet des objets, chez Orange. Orange, partenaire de cet épisode de Monde Numérique. On va parler avec vous de ces fameux objets connectés. J'ai envie de vous demander, Jean-Marc, avant toute chose, est-ce que c'est toujours à la mode, les objets connectés ? Alors, ce qui est bien, c'est qu'on arrête de parler des objets connectés et on parle plutôt de leurs usages qui sont déployés. Et on a une formidable accélération avec toutes les difficultés qu'on a rencontrées de Covid, d'aération, de température. Une fois, il fait trop chaud. L'hiver, on craignait de pas avoir assez d'électricité. Et pour pouvoir aider à gérer toutes ces crises, on a les objets connectés qui sont sous-jacents. Donc, on parle pas d'eux, mais on parle de leurs usages, ce qui est un bon signe dans la maturité de ces sujets. Alors, les objets connectés, c'est à la maison, éventuellement, et aussi beaucoup, de plus en plus, dans le monde professionnel. Tout à fait. Donc, on a beaucoup, de plus en plus, tous les bureaux maintenant et certains domiciles sont équipés de capteurs de température pour vraiment réguler la température, de capteurs de CO2 également pour savoir qui est présent dans des salles. Est-ce que on met de la clim, est-ce qu'on met de l'aération, pour avoir à chaque fois le juste confort dont on a besoin et arrêter de chauffer ou climatiser des tas de bâtiments qui sont vides à certains moments. Ça peut servir à quoi concrètement ? Quels sont les cas d'usage aujourd'hui et qu'est-ce qui est le plus utilisé et le plus utile ? Alors, vous avez des usages
que tout le monde connaît, qui sont tous les compteurs connectés, les compteurs d'eau, les compteurs d'électricité. On a des déploiements très importants qui sont faits en France. On travaille avec Veolia. Il y a un sujet Canal Isabelle II en Espagne. Donc de plus en plus, l'intérêt c'est de pouvoir maîtriser. L'eau est une ressource précieuse. C'est important de pouvoir maîtriser en fait les fuites et de pouvoir maîtriser ces évolutions. C'est-à-dire que les fuites, par exemple, dans les usines, il y a des capteurs qui permettent de savoir dès qu'il y a une fuite, ce qui n'existait pas avant. Dans les usines ou même pour les domiciles du grand public, hein, si vous avez une consommation, un suivi de consommation, et on se rend compte qu'il y a toujours un petit flux d'eau permanent, c'est qu'il y a une fuite dans la maison, et donc on peut avertir l'habitation pour dire vérifiez, vous avez certainement de l'eau, parce qu'on voit quand vous prenez une douche ou n'importe quoi, on voit l'eau qui monte, et puis si à la fin il reste toujours un petit quelque chose, c'est que ce petit quelque chose est perdu, c'est de l'eau qui va se perdre. Et puis plus globalement au niveau au-dessus, si on regarde un petit peu combien d'eau arrive dans les habitations et combien d'eau est partie plus en amont dans le réseau, s'il y a des différences, même chose, on peut identifier dans le réseau où sont les pertes pour pouvoir aller les résoudre. Alors ça c'est pour l'eau, pour l'électricité également, il y a aujourd'hui une surveillance qui est beaucoup plus fine. Exactement, on a vu l'hiver dernier que la problématique de l'électricité, ce sont les pics d'usage quand tout le monde veut tirer, j'allais dire, sur l'électricité en même temps. Et donc on travaille avec notre partenaire Tyco qui est en train de déployer un certain nombre de radiateurs, donc on parle de centaines de milliers de radiateurs, et le but c'est d'arriver très finement au moment où on a un pic de charge électrique, de pouvoir couper une partie des radiateurs pendant quelques secondes, quelques minutes, donc pas longtemps pour pas que ça se sente dans l'habitation, mais par contre c'est très important au niveau du réseau électrique, ça permet d'absorber ce pic de charge, et dès que la charge redescend, on remet une utilisation normale. Alors derrière ces objets connectés, il faut de la connectivité par définition. Vous êtes opérateur. Comment est-ce que vous vous adaptez à ces nouveaux produits ? Est-ce que ça change les choses du côté de l'opérateur ? Côté opérateur, en fait, les usages de l'Internet des objets, on voit qu'ils peuvent être extrêmement variés. Donc on a deux grandes catégories. On a ce qu'on appelle les usages plutôt bas débit, basse consommation. Donc ce sont des tout petits objets. Je parlais des capteurs, de tous les objets qui peuvent être sur le terrain et qui peuvent repérer ce qui se passe. Donc, et puis on a aussi des objets qui demandent beaucoup plus de bande passante, donc typiquement des caméras, des analyses de trafic, des choses comme ça. Et donc on a différents types de réseaux qui répondent à ces différents besoins. Et donc l'apport de l'opérateur, c'est d'avoir cette multi-connectivité qui soit adaptée à chaque besoin. Et puis on travaille avec chaque client pour s'assurer qu'on a les bons objets avec la bonne connectivité et les bons réseaux. Merci Jean-Marc Lafont, en charge de l'IoT chez Orange. La technologie au service de la décarbonation de l'énergie, on en parle chaque mois dans Monde Numérique en partenariat avec EDF. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF, ravi de vous retrouver en cette rentrée. La réduction du CO2 dans l'atmosphère, ça passe par l'innovation, on en parle régulièrement, et ça passe aussi par ce qu'on appelle la compensation carbone. EDF vient de créer une filiale, une start-up dédiée à cette mission. Elle s'appelle Oclima, ça s'écrit avec un O et un K. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit en fait d'optimiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises. Si vous avez par exemple écouté cette semaine le keynote d'Apple, vous avez vu qu'ils ont beaucoup parlé d'environnement et dans leur discours, ils disaient nous on fait tout pour utiliser des produits recyclés, de l'électricité verte, bas carbone, etc. pour qu'à la fin on émette le moins de carbone possible. Mais il en reste toujours un peu parce qu'on peut pas évidemment tout réduire. Eh bien, pour compenser finalement ces derniers mètres, ces derniers kilos de CO2, il faut passer par des projets de compensation. Et la compensation, ça peut être des choses un peu, on va dire, discutables, de qualité médiocre, ou ça peut être de très bonne qualité, reconnues, avec des labels, avec des garanties. Et c'est exactement ça qu'on veut faire avec Oclima, c'est aider les entreprises à compenser, avoir cette stratégie de réduction de gaz à effet de serre jusqu'au bout avec des projets de qualité. Oui, parce que la compensation, c'est un peu ce qu'on fait quand on peut plus rien faire d'autre et ça n'a pas forcément très bonne réputation finalement.
Exactement. Il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup de discussions aussi sur la performance des projets qui étaient retenus. Parfois aussi pour par exemple, des entreprises basées en France, elles font de la compensation à l'autre bout du monde avec des contrôles, on va dire, assez limités. Nous, ce qu'on a voulu apporter à nos clients, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, contrôlé, vérifié. Par exemple, nous, on ne travaille que sur des projets labellisés. Ça veut dire qu'ils ont des labels de qualité reconnus, le label bas carbone en France, par exemple, qui est bien connu. Et ça peut être derrière des opérations de reboisement d'une forêt malade ou endommagée, du boisement de terres agricoles, l'accompagnement d'agriculteurs dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais à côté de chez nous, labellisé et vérifié. Si je donne un exemple, puisque nous avons travaillé avec Vivatech pour aider à compenser les émissions résiduelles de l'environnement, eh bien, on a travaillé à chercher et on l'a trouvé et à sécuriser un reboisement à proximité de Paris. Donc vraiment une future forêt qu'on peut vraiment identifier, dont on sait où elle est et on sait que ça va être réellement planté pour pouvoir faire cette captation, cette séquestration de CO2. Alors, c'est quand même un domaine où on vous attend pas forcément. On est un peu surpris de voir EDF s'embarquer là-dedans. C'est quoi? C'est de l'affichage? C'est réel? Comment est-ce que vous en arrivez à développer ce genre d'activité? Alors d'abord, nous, tout ce que l'on fait chez EDF, c'est toujours pour décarboner le monde et décarboner l'économie. C'est notre raison d'être. Et donc, quand on produit l'électricité, on produit l'électricité bas carbone. Il n'aura pas échappé que nous, on produit l'électricité avec des renouvelables et du nucléaire. On ne fait pas d'électricité avec d'autres moyens plus polluants. Et donc, ça s'étend à l'intégralité de ce qu'on fait pour nos clients. Et beaucoup de clients, des entreprises, mais aussi quelques particuliers, s'appuient sur EDF pour se décarboner, pour être plus vertueux. Donc nous, on cherche finalement à apporter l'ensemble des services que l'on peut autour de ce sujet de décarbonation. Et dans le process d'innovation d'EDF, on a un programme d'incubation. C'est quoi? Un salarié lève la main, dit « moi j'ai une idée ». Et en l'occurrence, pour Oclima, c'était une idée de salarié. Est-ce qu'on pourrait créer cette activité de compensation carbone premium de très bonne qualité? Et là, on les incube comme une start-up. Et à la fin, on en fait une start-up, c'est-à-dire que Oclima est bien une filiale d'EDF, une start-up indépendante. Et pourquoi on passe par là plutôt que par une équipe internalisée, par exemple? C'est que ça nous permet d'utiliser les méthodes des start-up et donc d'aller vite. On sait tous que la grande entreprise, ça peut être un peu lourd, ça peut être un peu complexe. Et bien là, finalement, ils ont développé leurs produits et ils sont allés chercher leurs clients. Puisque ce qui est très important, c'est que les clients d'Oclima sont des clients externes à EDF. Nous, EDF, évidemment, on peut s'appuyer sur eux, mais c'est très important qu'ils aient des vrais clients. Donc, c'est une start-up qui s'est finalement créée sur la base de ce programme d'innovation et d'incubation de projets internes. Et qui peut ensuite voler de ses propres ailes. Et qui peut complètement voler de ses propres ailes. On a lancé en moyenne une nouvelle filiale tous les 18 mois là depuis quelques années. Et donc on en a 7 aujourd'hui qui sont actives. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on voit bien qu'à travers l'entrepreneuriat, on arrive à développer rapidement des solutions performantes et qui sont commercialisées auprès de nos clients. Oui, il y a vous avez fait d'autres investissements aussi dans d'autres startups du même genre, enfin peut-être pas, mais dans d'autres startups. Oui, alors si on prend le sujet par exemple du carbone, des crédits carbone, puisque c'est le sujet dont on parle aujourd'hui, on a investi par exemple en 2021 dans une start-up américaine qui développe un logiciel de comptabilité carbone pour les entreprises, c'est-à-dire qui permet de comptabiliser en permanence et de façon la plus automatisée possible les émissions de CO2 qui viennent des usines, qui viennent des voyages des salariés, qui viennent de toutes ces choses-là. Et puis l'année dernière, en 2022, fin d'année, on a investi dans BeZero, qui est une start-up anglaise qui évalue les risques des crédits carbone générés par des projets de contribution carbone, parce que comme je le disais, ils sont pas tous de bonne qualité. Il faut pouvoir les évaluer. Et donc, c'est une agence de notation qui va les évaluer. Donc ça, par exemple, c'est 2 exemples qui viennent compléter notre portefeuille autour des sujets de décarbonation. Mais on a aussi des entreprises très tech qu'on a créées, par exemple Metroscope, qui fait des jumeaux numériques pour le monde de l'industrie. Et à travers les jumeaux numériques, on optimise aussi les fonctionnements des usines et donc leurs émissions de CO2. Donc, à la fin, tout ce que l'on fait, c'est vraiment pour travailler cette innovation de business model autour de la décarbonation. Et EDF, on pense qu'il y a vraiment une capacité à offrir ces services-là à destination de ses clients, encore une fois, qu'ils soient grand public ou professionnels entreprises. Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, que l'on retrouve chaque mois dans Monde Numérique.
c'est la fin de cet épisode de Monde Numérique. J'espère que ça vous a plu, ce nouveau look. On change tout sans rien changer, en réalité. Voilà, merci encore à Vincent pour l'habillage musical. Personnellement, j'aime beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Hebdo. Et d'ici là, les interviews en version intégrale et en épisodes séparés sur le fil du podcast Monde Numérique. Abonnez-vous à Monde Numérique, parlez-en à vos amis. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et puis, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur le site mondenumérique.info. Je vous souhaite une très bonne semaine. Salut.